Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. L'ambassadeur de France au Mali sommet de quitter le territoire malien dans un délai de 72 heures. L'annonce a été faite ce lundi matin par le gouvernement de transition. Une décision en réaction aux propos tenus la semaine dernière par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Pendant ce temps, le pays reste sous les sanctions de la CEDEAO qui lui ont été imposées depuis le 9 janvier dernier. Comment sortir de cette crise? Va-t-on vers une impasse diplomatique entre le Mali et certains de ses partenaires? Studio Tamani pose le débat ce soir avec nos invités. Souri Ibrahima Traoré, président du Front pour l'émergence et le renouveau FAIRE Mali. Dr Ibrahima Sango de la mission d'observation des élections au Mali. Et Dr Fodje Tandjigora, enseignant-chercheur, maître de conférence. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Bienvenue, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. 72 heures pour l'ambassadeur français de quitter le Mali. Les autorités maliennes lui ont notifié cette décision ce lundi 31 janvier. Conséquence, selon Bamako, des récentes sorties des autorités françaises sur la situation au Mali. Fatih Attara nous en dit plus dans ce papier. Dans son communiqué, le gouvernement explique que l'ambassadeur de France, Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères ce lundi matin. Le chef de la diplomatie malienne a notifié aux diplomates français la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le Mali dans 72 heures. Selon le communiqué, cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés tenus par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Des propos devenus récurrents de la part des autorités françaises à l'endroit de leur homologue du Mali. Cela en dépit des protestations maintes fois élevées, ajoute le communiqué. Le gouvernement du Mali condamne donc vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement des relations amicales entre nations. Il réitère cependant sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France. Toutefois, insistent les autorités maliennes, cette coopération doit se faire sur le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations légitimes du peuple. Alors Paris a réagi, elle dit prendre note de la décision des autorités de transition de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali. Ainsi, elle décide de rappeler son diplomate, a indiqué le Quai d'Orsay. La France rappelle aussi son engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Alors je voudrais tout d'abord vous demander à tous les trois de commenter un peu cette décision prise par les autorités maliennes aujourd'hui. On commence par vous, docteur Tandjigora. Bien, merci donc une fois de plus pour m'avoir associé à cette réflexion. C'est vrai que c'est un peu regrettable qu'on en vienne à ce niveau-là, mais on constate depuis quelques moments un certain, je dirais, aragaillardissement dans le discours politique, dans les relations de diplomatie entre le Mali et beaucoup d'autres États, y compris la France. Mais cela ne doit pas nous faire oublier les enjeux sérieux, les problèmes réels que nous avons à nos frontières ici. Et donc, finalement, la France qui, de discours en discours, est parvenue quand même à un degré où les autorités de la transition n'acceptent plus que l'État du Mali soit considéré, n'est-ce pas, comme il avait été par le passé. Mais je dirais que c'est dommage parce que c'était un partenaire de premier plan depuis très longtemps. Et je suis sûr que c'est un incident, comme on le dit, un incident comme tout autre, et que très vite, cette situation pourrait être gérée par la diplomatie des deux pays. Mais qu'est-ce qui a à l'origine de cette montée brusque, de cette escalade entre autorités françaises et maliennes? En fait, ce n'est pas si brusque que ça. Depuis, n'est-ce pas, un certain temps, il y a un sentiment anti-français, il ne faut pas le nier, entre d'abord une frange juvénile très remontée contre cette présence française, et cela est appuyé par certaines formes d'organisation également. Et on a vu la démonstration de force qui a été faite à l'endroit de la CEDEAO, mais aussi de la France, n'est-ce pas? Donc, ça a atteint un niveau. Le premier déclic, ça a été le discours du ministre français des Affaires étrangères, qui a été probablement
la goutte d'eau de plus, et suite à laquelle déclaration, eh bien, les autorités de la transition ont jugé nécessaire qu'il fallait quand même que l'État du Mali soit respecté. Et il s'en est suivi ce qu'on a vécu aujourd'hui. Sur Ibrahima Traoré, quelle réaction à cette décision des autorités de transition? Au vu de Fer Mali, nous pensons que ce n'est pas une surprise. Parce que comme le docteur l'a dit, c'est depuis un certain temps que nous assistons à un ping-pong entre les diplomates de Bamako et de Paris, et aussi au regard des dernières évolutions par rapport aux prises de position du ministre des Affaires étrangères française, qui a qualifié les autorités maliennes d'avoir pris des actes irresponsables et des autorités indignes. Et de plus en plus, les autorités de Paris appellent les autorités légales du Mali la junte, avec d'autres qualificatifs qui sont très péjoratifs aux yeux du peuple malien. On pouvait s'attendre à cette réaction. Alors, pensez-vous que cette mesure est à la dimension des déclarations récentes des autorités? Oui, effectivement. Fer Mali salue d'ailleurs le courage et la proactivité de la diplomatie malienne. Face à certaines situations, il faut prendre ses responsabilités. Je pense que le Mali a fait un choix, c'est le choix de la souveraineté, c'est le choix de la réciprocité et c'est le choix de l'imposition du respect dans les rapports entre États. Donc cela a des exigences quant à certaines réactions qui diplomatiquement sont très irrespectueux aux yeux de Fer Mali. Le gouvernement malien ne pouvait que rappeler Paris à l'ordre, mais cela pour autant n'est pas une rupture, mais c'est un rappel à l'ordre, et puis c'est une façon d'être cohérent avec en tout cas la nouvelle vision et la nouvelle dynamique impulsée par les autorités de la transition et qui est largement saluée par le peuple malien. D'accord. Docteur Ibrahima Sango, vous aussi, vous attendiez qu'on en arrive là, entre le Mali et la France? Bon, je pense que tout le monde savait que ça allait arriver à ce point. Mais je voudrais dire que ce n'est pas un élément nouveau. Parce que si on se rappelle, quand Faye Beka était au pouvoir, son ambassadeur a été rapatrié, si on peut le dire. C'est la France qui a demandé à ce qu'on relève l'ambassadeur du Mali à l'époque, Toumani Djimé Diallo. Et donc Paris a dit qu'il a tenu des propos inacceptables en France. Il a qualifié la Légion étrangère de personnes qui se baladent dans les nightclubs à Bamako, qui font la fête et tout. Et donc, c'est Paris qui a demandé à ce qu'on rapatrie l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo. Mais pour ce cas précis, on ne reproche rien à l'ambassadeur, on reproche aux autorités françaises, au ministre des Affaires étrangères. Non, l'ambassadeur, c'est le représentant du président de la République française au Mali. Et donc, c'est le premier responsable. Si on doit faire des actions envers la France, aujourd'hui, le premier responsable, c'est l'ambassadeur. C'est lui qui représente non seulement le président de la République française au Mali, il représente aussi le ministre des Affaires étrangères, parce que le communiqué du gouvernement cible 3 personnes principalement. Le président de la République, le ministre des Armées et puis le ministre des Affaires étrangères de la France, qui ont tenu des propos. Et tout le monde sait l'escalade verbale qui a commencé depuis que le Premier ministre était au niveau des Nations Unies, qu'il a dit que la France nous a abandonnés en plein vol. Donc il y a une escalade verbale qui a commencé entre les autorités maliennes et les autorités de la France. Donc tout le monde s'attendait à un moment où il irait y avoir un clash. Et aujourd'hui, on voit le clash. Mais dans les relations diplomatiques, je veux dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si les Maliens se rappellent, Toumani Djimé Diallo, c'est la même chose, il a été rappelé, mais ça n'a pas fait un frein à la diplomatie, à la coopération entre la France et le Mali. C'est des choses qui arrivent comme ça, et c'est la diplomatie qui va gérer, et nous pensons que très vite, les gens vont convenir des nouveaux ambassadeurs, de nouvelles modalités de coopération, et que la coopération, ça ne va pas arrêter la coopération entre la France et le Mali, bien au contraire, parce que nous sommes liés par des intérêts, et la géopolitique c'est ça, c'est les intérêts qui lient les nations et non autre chose. Alors, docteur Foudjé Tangoura, est-ce que c'est vraiment comparable ce qui s'est passé avec l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo et ce cas précis
aussi l'expulsion de l'ambassadeur français? Oui, en fait, les deux s'inscrivent dans un principe de souveraineté. C'est-à-dire que lorsqu'un État estime que le représentant d'un autre État tient des comportements ou des discours qui sont contraires à l'éthique diplomatique, on est en mesure de demander sa relève. Mais comme il a précisé, cela n'a rien à voir avec... Les autres formes de relations demeurent. On peut changer l'ambassadeur ou bien on peut changer le ministre en question. En tout cas, le Mali demande à être respecté et aussi à tenir un autre discours qui n'est pas celui qui a été tenu par le ministre des Affaires étrangères. Mais pour moi, eh bien, ça s'inscrit dans un élan de turbulence parce que les relations étaient déjà dégradées jusqu'à ce jour-là. On a assisté à des passes d'armes un peu partout jusqu'à la date d'aujourd'hui où l'ambassadeur a été relevé. Donc pour moi, c'est un incident. On pourra surpasser cet incident incessamment. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles peuvent être les implications d'une telle décision? Bon, théoriquement, il n'y a pas d'implication, par exemple, en termes militaires, en termes sécurité ou d'autres implications, parce que c'est une disposition qui est légale. On peut demander à un ambassadeur de relever. Maintenant, comme on est dans une situation tendue, alors la France peut-être peut user d'autres moyens pour peut-être frapper là où elle peut frapper, mais théoriquement, on n'encourt rien à demander à ce qu'on enlève un ambassadeur, théoriquement. Alors, il y a un internaute qui nous a posé la question, justement. Il dit, après la rupture diplomatique entre la France et le Mali, la force Barkhane a-t-elle une raison de rester au Mali encore? Non, ça, c'est un autre pan du problème. C'est-à-dire qu'on a demandé la révision de l'accord. C'est un autre aspect qui... Bon, on va dans le sens de la réduction. Mais déjà, Barkhane, on assiste déjà à une reconfiguration des forces au Sahel. Mais on ne va pas jusque-là. Ça n'a rien à voir avec cette force d'occupation. Il faut que les gens comprennent que c'est une disposition diplomatique qui n'a rien à voir avec la disposition sécuritaire. Alors, Ibrahima Traoré, vous êtes président du FER Mali. Cette décision intervient alors que le Mali est déjà sous sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train d'aller vers une impasse diplomatique entre le Mali et ses différents partenaires? Bon, au regard de FER Mali, on n'en est pas jusqu'à ce niveau. On traverse une période de turbulence qui est compréhensible parce que la France est notre ancienne force coloniale, elle a des habitudes. Et le Mali est dans une situation de rupture constitutionnelle avec des autorités transitoires qui ont carrément changé la trajectoire des relations, y compris diplomatiques, entre Paris et Bamako. Et ces autorités, les nouvelles, celles de la transition, sont beaucoup plus orientées sur d'autres axes de partenariat qui ne conviennent pas à Paris depuis un certain moment, d'où l'escalade verbale qu'on a assistée, les différentes discussions par rapport même à la présence des forces militaires, les différentes discussions par rapport à l'accord, la renégociation de l'accord militaire qui lie nos deux pays. Donc, au regard de tout ça, nous savons que nous traversons, les rapports entre Bamako et Paris traversent vraiment une zone de turbulence. Ça peut avoir des impacts et des conséquences, mais nous, au niveau de FER Mali, nous pensons que ça n'arrivera pas jusqu'à ce que certains sont en train d'imaginer, parce que Paris, c'est une partie de Bamako et Bamako, c'est une partie de Paris. Et ça veut dire que le Mali et la France, c'est plus qu'un lien entre deux États, mais nos populations, nos peuples ont des liens de sang qui sont très forts. Et quand vous regardez la population malienne en France et puis les intérêts français au Mali et au regard aussi de la position géostratégique du Mali dans la gestion de la crise au Sahel, nous sommes en droit de penser que c'est une turbulence qui va permettre de redessiner en tout cas les relations entre les deux États, y compris les relations diplomatiques, mais ça n'arrivera pas de toutes les façons jusqu'à une rupture ou une escalade ou une impasse. Nous pensons au niveau de FER Mali que les choses vont être renégociées et puis les pendules vont être vraiment remises à l'heure, quoi. Et chaque État va imposer son respect et ça c'est prévu dans la diplomatie internationale. Alors pour tous les trois, vous pensez que c'est une période de turbulence qui sera passagère, qui va passer, mais pour beaucoup de Maliens c'est une décision quand même inédite, hein? En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Mali expulser un ambassadeur français.
Alors, si vous estimez que ça va passer, est-ce que aujourd'hui, comment il faut faire pour un retour à la normale, pour baisser la tension? Parce qu'à chaque fois qu'on s'attend à ce que voilà, les tensions baissent, on voit qu'il y a une montée. Docteur Ibrahim Massangou, s'il vous plaît. Non, c'est pas la première fois que le Mali expulse des diplomates. Hein. Non, un diplomate français, je dis bien diplomate français. Oui, même le représentant de la MINUSMA qui était à Kidal, c'était un Français, c'était un diplomate français. Et ça, le Mali l'a expulsé. Donc, parce qu'il a tenu des propos. Et je veux dire que tout ça, ça intervient dans les relations entre les pays. Quand on sent qu'un diplomate est allé au-delà de ce qu'il doit faire, on peut demander son expulsion. Et ce n'est pas une première fois dans l'histoire du Mali. Et ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais ça ne va pas jouer sur les relations jusqu'à un certain degré. Donc, même pour le diplomate français, c'est la deuxième fois. Parce que la première fois, c'était le représentant de la MINUSMA qui était à Kidal, c'était un Français. On a demandé qu'il quitte Bamako, et il a quitté Bamako. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Maintenant, pour toutes les autres relations, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un système démocratique. Nous sommes dans un système démocratique et la France est le pionnier quand même en matière de promotion de la démocratie. Donc, quand le Mali connaît une rupture démocratique et qu'on se trouve dans une période transitoire, et que cette période transitoire, au départ, on avait inscrit dans la charte de la transition que ce sera 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de demander une prolongation. Et c'est normal que des pays comme la CEDEAO, comme la France, comme l'Union européenne, et les États-Unis, tout le monde se dise, bon, où est-ce qu'on va aller? Donc il faudrait qu'on puisse encadrer cette nouvelle prolongation. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale même est d'accord qu'on ne pourra pas faire les élections en février, comme on l'avait dit, mais on doit prolonger la transition, mais jusqu'à quel niveau? Quelles réformes on doit faire pour aller dans la prolongation de la transition et quel temps on a besoin pour aller dans la prolongation de la transition? Tout ça, c'est des questions essentielles qui se posent et qui méritent qu'on pose le débat à ce niveau. Alors, beaucoup accusent la France d'ingérence. Hein. Par exemple, cet internaute dit « Nous ne voulons pas de sortie de crise avec la France, que ça s'amplifie seulement. Nous allons leur montrer de quel bois nous nous chauffons. Si c'est eux qui ont créé le Mali et les Maliens, ils vont nous le dire. » Alors, on voit qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont remontés contre la France, pensant que le pays s'ingère dans les affaires intérieures du Mali. Est-ce que c'est une accusation à tort, Tandjigora? Oui, mais je ne pense pas que l'on puisse démontrer que la France est derrière toutes les sanctions, par exemple, que nous vivons avec l'espace CEDEAO. Ce sont des formes de discours que l'on voit très souvent avec les internautes, mais cela est difficile à démontrer mécaniquement, à dire que la France, parce que la France n'est pas membre de la CEDEAO et ne participe pas non plus. Donc, c'est pas, on pourrait difficilement soutenir ça. Ensuite, bon, c'est vrai que, vous savez, toutes les forces étrangères, quand ça dure, ça fait très mal. Les gens se retournent contre ces forces-là. C'est d'expérience, quand vous regardez, quand les Américains arrivaient, on les applaudissait aussi en Afghanistan, un peu partout. Mais bon, vers la fin, c'était pas très bien. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe dans la plupart du cas. Surtout que lorsqu'il n'y a pas de résultats probants aux yeux de la population. La principale plainte, d'ailleurs, c'est que les gens se posent la question, quels résultats probants on a pu enregistrer pendant ces 9 années de lutte contre le terrorisme avec ces milliers d'hommes déployés. Donc les gens se sont facilement fait un raisonnement pour dire que, bon, il y a peut-être des non-dits, des choses que nous ne savons pas. Je crois que c'est ça l'inquiétude des internautes parce qu'ils ne savent pas effectivement comment les choses se passent dans leur mécanique. Et donc pour eux, c'est la France qui a même poussé les États de la CEDEAO à prendre des sanctions. Je pense que les États de la CEDEAO sont suffisamment mûrs pour prendre des sanctions eux-mêmes, quoi. Alors le Mali est sous sanction de la CEDEAO, je le répète, et de l'UEMOA. Si cette situation aussi se compliquait davantage, quelles pourraient être les conséquences pour les trois parties? Non, en réalité, nous espérons à une sortie rapide de crise parce que il est difficile quand même de tenir dans cette situation. Il faut parler sans langue de bois. Pour le Mali. Et pour le Mali et pour les États qui nous entourent parce que nous sommes interdépendants. Ensuite, nous gagnerons mieux à l'intégration. Moi, je suis pour le maintien de la CEDEAO parce qu'on voit très souvent ces internautes, même qui parlent de beaucoup, pensent que ça ne sert à rien, mais nous sommes enviés par les États de l'Afrique centrale parce que notre ensemble, on peut se déplacer facilement et on a le droit de passage, d'établissement, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est intenable dans la longue durée. Et d'ailleurs, tous, nous espérons que la situation serait décantée au plus tôt
parce que tout simplement, tout le monde a à gagner dans l'intégration et non dans cette fermeture des frontières. Sur Ibrahim Traoré, êtes-vous d'accord avec Dr Tandjigoura que ce sera intenable dans la longue durée? Oui, ce n'est même pas imaginable. Quand vous regardez les sanctions de la CEDEAO, c'est des sanctions temporaires. C'est des sanctions qui même prévoient que ça aille vraiment à la désescalade. Et aussi, quand vous regardez l'implication de l'Union africaine, qui s'est presque auto-saisie du dossier, et ça aussi c'est prévu, qui est même allé jusqu'à proposer, sous l'impulsion en tout cas de l'implication de l'Algérie, jusqu'à proposer 16 mois tout au plus aux autorités de la transition. Et quand vous regardez aussi les autorités de la transition qui se sont dit ouvertes à des négociations pour trouver un terrain de compromis, vous pouvez comprendre que de part et d'autre, personne n'imagine que l'on s'éternise dans ces sanctions. Comme on l'a dit par rapport à la diplomatie française, c'est des périodes de turbulence qui arrivent et pendant lesquelles les gens font des épreuves de nerfs et depuis les gens se chamaillent un peu. Et aussi, c'est des situations dans lesquelles les États se mesurent leur capacité de résilience aussi et aussi trouvent des moyens de mobilisation interne de ressources pour pouvoir faire face à toute situation difficile. Donc, aux yeux de Fer Mali, c'est vraiment, on est dans une turbulence, mais qui était prévisible et à laquelle les autorités de la transition se sont certainement très bien préparées. Voilà. Alors, comment sortir de cette crise? Nous avons posé la question au professeur Moussa Djiré. Il est politologue et recteur à l'Université des sciences juridiques et politiques. Voici ce qu'il nous propose au micro de Moussa Malé Sissoko. Il faudrait que les autorités de la transition voient comment prioriser les actions qui ont été identifiées par les assises nationales de la refondation pour l'organisation des élections institutionnelles nécessaires, trouver un consensus avec les autres forces politiques et sociales pour trouver une date consensuelle qui sera proposée à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, en fait, cherche aussi à sortir de cette situation. Autant le Mali souffre, autant les pays membres de la CEDEAO souffrent. Les pays membres de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, exportent plus vers le Mali que le Mali n'exporte vers ces pays-là. Donc cette situation n'est profitable. Alors, docteur Ibrahim Sangou, vous venez de l'entendre, professeur Moussa Djiré, politologue et recteur à l'Université des sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce sera une solution pour renouer avec le dialogue, ce qu'il propose? Effectivement, parce que quand on voit la semaine dernière seulement au Sénégal, les gens ont manifesté contre les sanctions de la CEDEAO parce que les marchandises ne peuvent plus rentrer au Mali. Donc ça veut dire que ça touche non seulement le Mali, mais aussi les pays voisins, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Mais on doit se mettre quelque chose aussi dans la tête, comme les musulmans prennent cela aux musulmans. Le voisinage est sacré. Donc le voisinage est sacré, on doit tout faire pour préserver le voisinage. Et le Mali a intérêt à préserver le voisinage. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il ne faut pas, comme on le dit en Bambara, il ne faut pas accuser là où on est tombé, mais là où on a trébuché. Et là où on a trébuché, c'est un manque de vision quelque part qui nous a fait que les sanctions sont intervenues pour notre pays. Manque de vision de la part des autorités de la transition. Parce que quand on voit le cheminement des sanctions, en novembre déjà, la CEDEAO s'était réunie pour dire attention et donnez-nous un chronogramme avant le 31 décembre, sinon il y aura des sanctions économiques et financières. Donc la CEDEAO avait prévenu. On a dit non, nous on ne donne rien, on attend les assises. Maintenant, les assises nationales de refondation ont donné de 6 mois à 5 ans comme délai de prolongation de la transition. Et les autorités de transition ont amené un chronogramme de 5 ans qui n'a pas été approuvé par les assises nationales de refondation. Donc ça, on doit les relever. Les assises ont dit entre 6 mois et 5 ans. Et ce chronogramme de 5 ans, les Maliens l'ont découvert quand il a été présenté en dehors du Mali. Donc c'est là où on a trébuché. Sinon, si on avait fait un consensus national autour de toutes les parties pour dire, bon, voici les 5 ans, on va proposer 5 ans, et voici le calendrier, voici le chronogramme, voici ce qu'on va faire, et là, on pourrait porter. Mais est-ce que cela ne pouvait pas faire l'objet de discussions avant d'aller aux sanctions directement?
Non, parce que on est dans un contexte démocratique. C'est un système. Le système démocratique dit, et quand on se réfère à la charte de la transition du Mali, la charte de la transition a dit quoi? On reconnaît le protocole additionnel de la CEDEAO, on reconnaît la charte africaine de la démocratie. Et tous ces instruments juridiques internationaux disent quoi? Les militaires ne doivent pas exercer le pouvoir politique. C'est ça le fond du dossier. Donc les militaires ne doivent pas exercer un pouvoir politique. Et quand on se réfère à la constitution du Mali, le mandat électoral c'est de 5 ans. Donc si on demande 6 ans et 6 mois de transition, ça veut dire qu'on veut instaurer une dictature. Ce n'est plus une démocratie. Donc on sort de la démocratie carrément. Et c'est ça. Maintenant, si les Maliens étaient d'accord pour les 5 ans, on pouvait le proposer. Mais les Maliens n'ont pas été d'accord. Donc les autorités de transition ont amené quelque chose qui n'a pas fait l'unanimité au niveau national. Parce que ce qui est plus difficile, c'est le niveau national. Est-ce qu'il y a eu consensus national autour de la prolongation des 5 ans? Cela n'a pas été le cas. Et même amener un chronogramme de 5 ans, avant même le sommet de la CEDEAO, la diplomatie malienne a fait le tour du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger et même de l'Algérie pour présenter le chronogramme de 5 ans. Tout le monde leur a dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il fallait déjà réduire. Parce que l'Algérie aujourd'hui qui est notre plus grande force, l'Algérie qui a dit je me pose en médiateur entre le Mali et la CEDEAO. L'Algérie a dit eux ils proposent un chronogramme de 12 mois et au plus de 16 mois. 16 mois oui. Et c'est ces 16 mois que l'Union africaine a endossé. Sinon, l'Union africaine, dans son rôle de médiation, a dit qu'elle est d'accord avec toutes les sanctions de la CEDEAO, mais qu'elle veut que la proposition de l'Algérie soit examinée. Donc ça, c'est une prolongation de 16 mois au maximum. Donc si les autorités de la transition reviennent sur la table avec cette proposition de 16 mois, mais auparavant en faisant un consensus au niveau national. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, si les partis au niveau national ne sont pas d'accord, le Mali sera toujours faible. D'accord. Donc pour qu'on soit fort, il faut instaurer un consensus national, un dialogue national pour s'entendre sur le chronogramme, sur les actions à faire et puis sur les élections de fin de transition à mener. Et comme ça, on porte ça devant l'Union africaine, et la CEDEAO, l'Union africaine et toutes les instances. Et là, tout de suite, les sanctions vont disparaître. D'accord. Docteur Tandjigoura, le Mali et la CEDEAO se disent, en tout cas tous les deux, disposés au dialogue, hein, mais concrètement, nous ne voyons rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses ou bien dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, dans les coulisses, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, comme on l'a dit. Je n'ai pas non plus de boule de cristal, mais j'ai aussi appris avec les autres qu'il y a des tractations qui sont en cours en vue de sortir rapidement de l'impasse. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que en fait, la CEDEAO n'a pas examiné le calendrier. C'est-à-dire que 5 ans, en fait, il n'a même pas été question de se prononcer sur le délai. En fait, comme si c'était des sanctions toutes faites, on est parti pour prononcer et puis c'est tout. C'est un peu le principal reproche que l'on fait à la CEDEAO lors de la rencontre qui a condamné le Mali. L'autre chose que je voulais ajouter, en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous n'allons pas pouvoir faire des élections partout. Voilà. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'on puisse enrayer tout, peut-être en une année, en 6 mois, et tenir des élections partout. C'est pourquoi il faut un consensus avec les partis politiques. On ne peut pas écarter les partis politiques, ce n'est pas du tout possible, parce qu'ils ont fait leur structure pour conquérir le pouvoir, et ça s'arrête là. Donc, soit qu'on fait un consensus avec les partis politiques, ou est-ce qu'on peut tenir les élections? Ça, c'est un pacte. Mais nous ne faisons pas d'illusions. Il y a des zones en Mopti où on ne peut pas faire. Entre là, à l'état actuel, où on ne peut pas tenir d'élections. Donc, il faut être d'accord avec les forces les forces politiques au niveau national. Sans cet accord, même si la CEDEAO donne un délai et tout, bon, s'il n'y a pas d'accord entre les partis politiques, c'est une autre bataille qu'il faudrait relever pour aller aux élections. Donc, même 16 mois, dans quelles conditions et comment se mettre d'accord et sur le calendrier et toute l'organisation pratique et les centres de vote. Tout ça, ça pose un sérieux problème. Je pense que le Dr Sangou a beaucoup d'expérience sur ça. Et il est difficile à l'état actuel des choses de tenir les élections partout. Mais est-il possible d'avoir un chronogramme réaliste et consensuel qui convient aux deux parties, le Mali et la CEDEAO? Non, il est possible d'avoir un chronogramme,
En fait, je pense qu'il faut sortir de cette rupture constitutionnelle. C'est-à-dire que, je l'ai dit sur beaucoup de plateaux, notre but d'abord, c'est de sortir de cette rupture. Si on veut résoudre tous les problèmes, comme on l'a vu dans les assises de refondation, on a dit beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi que la transition ne pourrait pas venir à bout de tout ça. Notre objectif, ça doit être de quitter cette rupture constitutionnelle en allant vers des élections qui sont acceptables et par toute la classe politique pour revenir et résoudre le reste des problèmes progressivement. On ne peut pas résoudre tout ça tout de suite. Voilà. Alors vous pensez, Souri Ibrahima Traoré, pensez-vous qu'il faut s'attaquer aux réformes prioritaires et tenir les élections, par exemple dans un laps de temps comme le propose l'Algérie, 16 mois, vous pensez que c'est possible, c'est tenable? Il faut bien noter que Faire Mali est une organisation qui soutient les autorités de la transition. C'est-à-dire que nous, on proposera des choses, on travaillera à faire en sorte qu'il puisse avoir vraiment un dialogue fécond entre la partie malienne et la partie internationale. Mais nous restons derrière les autorités de la transition. Ça, c'est bon à noter. Mais au-delà de ça, pour nous, que ce soit 16 mois, 24 mois ou un peu plus que ça, le plus important, c'est le consensus national qui a été proposé par Dr Sango et puis même Dr Tandioura. Comment parvenir à ce consensus aujourd'hui s'il y a un désaccord sur pratiquement tout? Oui, vous savez, les sanctions de la CEDEAO étaient inévitables. Ça aussi, il faut le savoir, parce que ça allait être trop facile que les autorités de la transition, après un deuxième coup d'État, les jeunes colonels à leur tête, le président colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, ont presque pris à contre-pied la communauté internationale et ont réussi à créer un environnement avec une ferveur populaire autour des autorités de la transition et ont réussi à réduire presque au silence les acteurs traditionnels de la scène politique qui sont les partis politiques, qui aujourd'hui, même si certains d'entre elles ne sont pas d'accord avec les autorités de la transition, ont même du mal à exprimer en tout cas leurs pensées en craignant la réplique populaire, parce que il faut le reconnaître, les autorités de la transition aujourd'hui ont réussi à avoir un grand engouement, un grand soutien populaire autour d'elle, surtout vu les dernières avancées de l'armée malienne sur le terrain. Donc il ne fallait pas s'attendre à ce que les autorités de la transition aillent proposer un délai et que la CEDEAO dise oui, c'est bon, allez-y, vous pouvez dérouler ça comme ça. Ça allait être trop beau et il y a un risque à cela. Parce que des gens sont en train de rêver à la Johnny Rawlings, il y en a qui sont en train de rêver au Charles de Gaulle. Donc Assimi Goïta, le président Assimi, aux yeux de la CEDEAO et de la communauté internationale, il faudrait craindre qu'il ne soit un autre Johnny Rawlings ou un Mohamed Kadhafi qui viendra s'installer pour la durée. Parce que quand vous regardez les discours populaires et puis tout ce que les gens disent, certains n'hésitent même pas de dire allez-y. Ne parle même pas de délai. Donc la communauté internationale, la CEDEAO a des mécanismes et des moyens. Il fallait réduire les marges de manœuvre des autorités de la transition. Mais est-ce que ces sanctions ont servi à quelque chose quand on voit ce qui s'est passé au Burkina? Oui, elles servent à quelque chose, mais on peut dire que les autorités de la transition s'en sortent mieux. Il n'était pas prévu que le Mali puisse tenir et que la population, qu'il n'y ait pas une psychose qui s'installe dans la population comme dans le passé. Donc les autorités de la transition et la CEDEAO sont vraiment dans un bras de fer qui était inévitable. Mais maintenant, je pense que les rapports de force sont plus ou moins connus. Le Mali ne peut pas se passer de la relation avec les pays frères qui sont une partie du Mali aussi. Le Sénégal, c'est une partie du Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et autres. Et puis les rapports internes, les relations internationales, les forces internationales qui sont là ne sont pas sorties du néant. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les conditions sont en train de se créer pour qu'on sorte de cette vision d'installer des autorités transitoires dans une durée indéfinie. Et aussi,
des organisations internationales qui ne respectent pas aussi les aspirations profondes des peuples et des États. Parce que le Mali, on est dans un contexte où les politiques ont été décriées, les gens avaient tendance à penser que la gestion militaire peut être une solution. Mais l'un dans l'autre, il faudrait que l'on retourne sur la table de négociation et la base de discussion est bien, le décor est bien planté avec la proposition des 16 mois de l'Union africaine. Ça peut être une bonne base de discussion. D'accord. Docteur Ibrahima Sangou, pensez-vous que ça peut être une base de discussion, comme le dit Souri Ibrahima Traoré? Est-ce que déjà ce qui a été fait, si nous devons aller aux élections aujourd'hui, est-ce que ce qui a été fait et ce qui nous reste à faire, ça peut tenir ces 16 mois-là? Bon, cela dépend du consensus national, une fois encore de plus. Parce que si on voit ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de préparation des élections, au début, quand Mokhtar Ouane était Premier ministre, les partis politiques étaient d'accord pour qu'il y ait un organe unique de gestion des élections. Mais depuis que le Premier ministre Choguel est venu, les partis politiques ne sont pas d'accord pour l'organe unique de gestion des élections. Et même le projet de texte qui a été adopté par le gouvernement et qui est actuellement sur la table du CNT, les partis politiques dans leur majorité ne sont pas d'accord avec l'organisme de gestion des élections parce que les 9 membres de l'organisme de gestion au niveau national seront nommés par une commission qui va être désignée par le Premier ministre. Donc c'est ça. Maintenant, c'est les partis politiques qui ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir. Ce n'est pas les organisations de la société civile, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les membres du gouvernement de transition, ni le président actuel. Donc c'est aux partis politiques de dire quel est le mécanisme qui leur plaît. Donc si le gouvernement et les partis politiques arrivent à s'entendre sur le minimum de réformes à faire par rapport à la loi électorale, par rapport à l'organe des députés, s'ils arrivent à s'entendre sur le référendum constitutionnel, tout cela peut être mis dans un temps pour dire dans tel temps on va faire ça, et dans tel temps on va faire ça, et cela fera meubler les 16 mois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, toute la communauté internationale est d'accord qu'actuellement on ne peut pas faire d'élection. Le 27 février, ça c'est out. On ne peut plus faire d'élection. Maintenant, quelles sont les réformes qui seront faites et qui seront réalisées? Et ça, il faut que les autorités de la transition posent des débats avec les partis politiques et qu'il y ait un consensus. S'il y a un consensus qui est porté, ça peut même aller au-delà des 16 mois si le consensus est là. Mais il faut absolument un consensus au niveau national avant d'aller proposer quelque chose à la CEDEAO ou bien à d'autres, ou à l'Union africaine. Mais comme je le disais, les autorités de transition ont déjà démarché certains pays. Ils ont démarché l'Algérie. Et aujourd'hui, si les Maliens se glorifient du fait qu'avec l'arrivée de l'aviation, l'armée russe et tout, on est en train d'engranger des victoires sur le terrain, c'est parce que le passage, c'est l'Algérie. Donc tous les pays sont fermés, toutes les frontières sont fermées. Et c'est avec l'Algérie qu'on a l'espace aérien pour faire venir tout ce dont on a besoin dans la guerre contre le terrorisme. Et là, l'Algérie a son mot à dire. Parce que l'Algérie, en plus de ça, est le président du comité de suivi de l'accord d'Alger. Donc ils ont même rencontré le président de la transition, ils ont échangé. Et pour l'Algérie, il faut rapidement retourner à l'ordre constitutionnel. Et ils ont dit 12 mois, mais qu'on peut étendre à 16 mois. Et les 16 mois aujourd'hui font presque l'unanimité au niveau de la communauté internationale pour dire, dans les 16 mois, dégager les réformes qui seront faites et pour qu'on aille aux élections. Parce que les réformes sont connues. C'est-à-dire qu'en fait, au Mali, rien n'est nouveau. Tout cela est connu. Les réformes qu'il faut faire, c'est connu. Les changements qu'on voudrait faire intervenir, c'est connu. Il suffit juste que les gens s'entendent sur le minimum, qu'il y ait un consensus pour qu'on parte de l'avant. D'accord. Docteur Foudié Tandjigoura, pensez-vous que l'Algérie pourrait être un bon médiateur pour une sortie de crise? Oui, je crois que l'Algérie est bon bon médiateur. D'ailleurs, elle est légitime également parce qu'elle dirige le CSA. Et ensuite, l'Algérie a tout intérêt à ce que ça puisse marcher dans l'intérêt même de mettre fin au conflit au nord du Mali. Mais il faudrait que l'Algérie soit également écoutée par les autorités de la CEDEAO, par la CEDEAO surtout, parce que c'est un côté que nous ne connaissons pas très bien. Nous savons que les autorités de la transition au Mali ici sont favorables. Le président l'a dit lors de son allocution, on n'est pas fermé. Donc là, au moins, on est sûr qu'au niveau du Mali, de l'Union africaine, c'est bon, on est prêt pour le dialogue porté par l'Algérie. Maintenant, du côté de la CEDEAO, on n'a pas encore communiqué et on ne sait pas. Moi, j'ai bon espoir que
Bon, le sommet qui se tiendra bientôt, je pense c'est le 3, que peut-être on va rebattre les cartes et faire de nouvelles propositions et porter cette fois-ci par l'Algérie pour que le Mali puisse sortir de cette impasse. Et le chronogramme qu'elle propose, pensez-vous que c'est réaliste? En fait, il n'y a aucun chronogramme qui d'office est réaliste partout. Je crois, mettons-nous d'accord sur, bon, on va prendre ça, travailler et au bout de tel délai, on fera les élections. Sinon, vous avez un chronogramme même de 10 ans, ça ne sera pas réaliste pour certains. Honnêtement, à ce stade-là, avec les forces politiques qui sont en place, mettons-nous d'accord sur un chronogramme, faisons les réformes nécessaires, mais partons quand même aux élections pour retourner dans l'ordre constitutionnel. Parce qu'on ne va pas s'éterniser dans cette situation. Ça fait beaucoup de rester et on perd énormément de choses. On reste suspendu des instances. Il y a des choses dont on ne participe pas. Donc on a tout intérêt à revenir et à rebattre les cartes pour partir sur de nouvelles bases. Professeur Ibrahima Traoré, êtes-vous d'accord qu'il faut qu'on aille aux élections, même si les autorités de la transition ambitionnent en tout cas de résoudre un certain nombre de questions avant d'aller à ces élections? Oui, je pense qu'il y a un consensus par rapport à un certain nombre de choses qu'il faut régler avant d'aller aux élections. On se souvient que la CEDEAO en 2018, après la crise post-électorale des élections présidentielles, la CEDEAO elle-même avait souhaité même instruire qu'il n'y ait plus d'élections au Mali sans qu'il y ait des réformes électorales profondes qui assainissent l'environnement électoral du Mali. Et moi, au nom d'autres organisations, depuis 2016, j'avais tiré sur la sonnette d'alarme. J'avais qualifié en son temps les élections communales de 2016 comme un concours national de fraude électorale. Et j'avais prévenu en son temps que si on ne trouvait pas la solution à un certain nombre de problèmes qui se sont posés pendant ces élections, j'avais prédit la crise électorale en 2018. Donc nous pensons que les réformes électorales s'imposent pour qu'on puisse aller à des élections acceptables qui ne nous conduisent pas à une autre crise. Parce que la crise que nous connaissons aujourd'hui est une crise qui résulte de beaucoup de facteurs, mais le facteur qui a fait déborder les choses, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est les élections tenues dans des conditions bizarres en 2020 avec des résultats qui n'ont pas été acceptés. Donc, les questions électorales doivent être mises sur la table et on doit discuter, comme Dr Sango l'a dit, les réformes sont connues. Il s'agit de réduire les prérogatives de la Cour constitutionnelle, il s'agit de trouver un organe unique et indépendant pour organiser les élections, il s'agit de regarder même le mode de scrutin pour qu'on puisse introduire une dose de proportionnel dans certaines localités pour que des citoyens quand même qui ont voté à 49% pour une liste ne se retrouvent pas les mains vides. Deux listes sont en concurrence. Il y a une liste qui a 51 voix, il y a une liste qui a 49% des voix, mais sur 7 députés, la liste qui a 49% se retrouve les mains vides. Donc toutes ces réformes, mais aussi sur le plan militaire, il ne faut pas oublier que nous traversons une période impactée par une crise sécuritaire profonde. Donc les réformes sur le plan militaire, y compris l'accord de défense avec la France et certains aspects, doivent être résolus forcément. Mais la question cruciale de la réforme constitutionnelle aussi doit être discutée. Parce que tout ce dont on parle en matière de réforme passe forcément par la révision de la Constitution ou en tout cas une nouvelle Constitution. Mais est-ce que, Dr Sango, est-ce que finalement il n'y a pas assez de choses à faire pour qu'on puisse toutes les tenir dans un temps aussi limité? Bon, le temps dépend du consensus. Parce que tant qu'il n'y a pas de consensus, on ne peut rien faire. Vous savez, on a fait 16 mois, il n'y avait pas de grand consensus, on n'est pas arrivé à poser des actes concrets. Et si vous voyez le projet de loi électorale actuellement qui est sur la table du CNT, prévoit l'organe unique de gestion des élections, mais un organe qui va proclamer seulement les résultats provisoires. Alors que le vœu de la classe politique, c'est qu'il y ait un organe unique de gestion qui va proclamer les résultats définitifs. Cela suppose qu'il faut réduire les
les attributions de la Cour constitutionnelle. Or, pour réduire les attributions de la Cour constitutionnelle, obligatoirement, il faut aller à un référendum constitutionnel. Donc, est-ce que les gens sont d'accord qu'on ait un référendum constitutionnel, qu'on mène des réformes en profondeur, ou alors qu'on se contente du minimum, faire des réformes à minima pour sortir de la transition et laisser à un gouvernement légitime de poursuivre le reste. D'accord, donc c'est toute la question. C'est ça la question. Et ce sera tout pour ce soir, ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la crise qui s'installe de plus en plus entre le Mali, la CEDEAO et la France. L'ambassadeur de ce pays a été expulsé par les autorités maliennes aujourd'hui. Nous, pour en parler, nous recevions sur ce plateau Dr Fodje Tandjigoura, enseignant, chercheur, maître de conférence, sur Ibrahima Traoré, président du Front pour l'émergence et le renouveau FER Mali, et Dr Ibrahima Sango de la mission d'observation des élections au Mali. Cette émission a été mise en onde par Mamadou Ouattara, Mamadi Keïta a assuré la régie vidéo, Sekou Gadjigo a présenté ce grand dialogue. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.